Coucou tout le monde, et oui désolé mais je vais vous faire un petit message en ce début de vidéo, mais je vous promets que ce sera pas long. Tout d'abord, je m'excuse de l'énorme retard qu'a pris cet épisode à sortir, mais mon ancien boîtier a bugué et j'ai dû refaire tous les plans de l'épisode. Cet épisode a donc été tourné avec un nouveau boîtier, un nouvel objectif et un nouveau micro. Je découvre encore ce nouveau matos, donc ne m'en voulez pas si la qualité est encore un peu dégueu dans cet épisode. Ah, et aussi il y a une tache sur la lentille, durant tout l'épisode. Elle va vous saouler, elle m'a saoulé pendant tout le montage, mais elle est là et c'est comme ça. Enfin, deux derniers petits trucs, j'ai changé ma photo et mon pseudo sur Instagram, maintenant c'est tom.leduc-8, et voici quelques photos que je vais poster dessus bientôt. Voilà, vous les avez en exclu, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre. D'ailleurs, je poste toujours des photos des espèces présentées en vidéo après la sortie des épisodes. Et enfin, je voudrais dire un grand merci à QRGNR Photo qui m'a prêté sa photo de Coronel Lys pour illustrer ma vidéo. Je vous la spoil pas maintenant, mais quand vous entendrez que je parle de Coronel dans cet épisode, vous saurez que c'est sa photo que vous verrez. N'hésitez pas à aller le suivre sur Insta, il fait de magnifiques photos animalières. Sur ce, je vous souhaite un très bon épisode. Salut! Ah tiens, regarde sur le muret d'en face là. C'est un lézard des murailles. Un Podarcis muralis, mais je suppose que tu le connais. C'est le lézard le plus commun de France et même le reptile le plus commun de France. Dès qu'il y a un rocher, un amas de branches ensoleillées, on sait que c'est ce lézard qu'on trouvera en premier. On le voit tout le temps, on l'observe de temps en temps. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment? On va voir ça ensemble dans un instant. Le petit lézard n'est pas très farouche, et l'observer à moins d'un mètre de distance n'est pas rare du tout. De plus, il est présent dans toute la France métropolitaine, que ce soit en montagne jusqu'à peu près 2500 mètres, ou même sur les plages méditerranéennes. Concernant sa répartition, l'espèce est plutôt bien répandue en Europe, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que l'émission a pour vocation de parler des espèces françaises, et je trouve que ça rallonge juste l'émission pour rien de parler de leur répartition en Europe. Donc voilà, on va passer là-dessus. Maintenant que je vous ai fait le point là-dessus, on peut passer à son habitat et ses mœurs. Comme dit précédemment, ce lézard est très opportuniste et peut se retrouver à n'importe quel endroit qui lui permet à la fois de se cacher rapidement et de se réchauffer. On peut donc le retrouver sur des vieux murets en ville, sur des amas de roches en montagne, sur des souches en forêt, mais aussi sur des pierres au bord des rivières ou des lacs. Il est diurne et est actif à peu près tout au long de la journée, mais ne sort généralement pas s'il fait moins de 20 degrés et peut retourner se cacher si la chaleur devient excessive au milieu de la journée. C'est un grand opportuniste même niveau nourriture, elle se nourrit de toutes sortes d'invertébrés et sa nourriture peut varier en fonction de son habitat. En milieu rocailleux ou en prairie, il se nourrit principalement de moules, de sauterelles, de criquets, alors qu'en forêt, il complète son alimentation avec des vers, des chenilles, des limaces, et il peut même compléter avec plein d'autres insectes, comme c'est un grand opportuniste, il accepte aussi d'autres invertébrés, donc comme j'ai dit des limaces, il peut aussi accepter des arachnides et plein d'autres insectes volants. Ce n'est pas une espèce de lézard qui est spécialement sociable, mais il arrive que 3 ou 4 spécimens cohabitent ensemble, et on peut alors, à de rares occasions, les voir communiquer entre eux grâce à des gestes précis ayant des significations très importantes dans leur langage. Et oui, ces lézards, comme plein d'autres espèces, communiquent entre eux grâce à des mouvements, une sorte de langage des signes qu'ils ont établi entre eux. Par exemple, un spécimen qui hoche la tête frénétiquement, c'est un spécimen qui veut montrer sa domination aux autres. Alors qu'un spécimen qui est aplati sur le ventre ou qui fait des moulinets avec ses pattes avant, c'est cette fois-ci un lézard qui veut montrer sa soumission aux autres. Les gestes de soumission, ils sont utilisés pour plein de trucs. Par exemple, un mâle qui veut montrer sa soumission à un autre mâle pour éviter un combat qui pourrait lui coûter la vie, ou une femelle qui veut montrer à un mâle qu'elle est prête à s'accoupler et qui fait des moulinets avec ses pattes avant. La période de reproduction se déroule entre mai et juillet. Durant cette période, les mâles défendent un territoire et chassent les autres mâles en les mordant et en les poursuivant. L'accouplement se passe comme pour la plupart des lézards, c'est-à-dire que le mâle attrape la femelle à la nuque et la pénètre avec un de ses deux hémipénis. Quelques semaines plus tard, la femelle pond des œufs, 1 ou 2 pour les femelles du nord de la France ou des zones montagneuses, et jusqu'à 12 pour les femelles vivant sur la côte méditerranéenne. Les œufs, eux, éclosent après 2 ou 3 mois d'incubation. Par contre, attention, j'ai vu partout dans mes sources que le lézard des murailles était actif tout au long de l'année. Or, pas du tout, je peux vous assurer, ça fait à peu près 6 ans que je m'intéresse et que j'observe cette espèce. Et à partir du milieu de l'automne jusqu'au milieu du printemps, c'est absolument impossible de trouver des spécimens en activité dans le nord ou dans le centre de la France. Simplement parce que les températures sont trop basses et qu'ils sont en hibernation ou en hivernation si les températures sont plus tolérantes. Quand on parle d'hibernation, c'est un repos complet. Le spécimen dort durant tout l'hiver
et ne se réveille plus, il est dans une sorte de stase et son métabolisme se ralentit énormément, ce qui lui permet de passer plusieurs mois sans de manger, sans rien faire, et il survit tout simplement. Alors que l'hibernation, c'est pour dans les régions un peu plus chaudes, où il peut qu'au milieu de l'hiver, il y ait des journées plus chaudes qui lui permettent de sortir et de se nourrir. Donc il va faire un semi-sommeil, comme l'hibernation, sauf que là, il pourra se réveiller à divers moments pour aller croquer un peu de l'insecte. D'ailleurs, vous pourrez le remarquer, si en hiver vous faites une randonnée dans les bois et que vous soulevez une pierre et qu'il y a un lézard en dessous, eh bien vous vous rendrez compte que le lézard ne va juste pas fuir, il va rester dans son sommeil, peut-être qu'il ouvrira les yeux, mais il ne va pas bouger parce que ça lui coûterait trop d'énergie. Et dans un moment comme ça où chaque ressource d'énergie, chaque graisse dans leur corps est ultra importante pour leur survie, eh ben ils prennent pas le risque de s'enfuir, ils préfèrent compter sur leur camouflage et rester au sol. Voilà pour les mœurs de l'espèce, passons maintenant à sa biologie. Le lézard des murailles mesure entre 15 et 25 cm, son dos est généralement brun ou verdâtre et le reste du corps brun foncé. Les femelles sont entièrement brunes avec deux barres transversales grises ou brun foncé qui traversent le long des flancs. Le mâle est plus grand et a le dos bleu verdâtre. Et en plus de tout ça, leurs couleurs leur permettent d'absorber plus rapidement la chaleur. Parce que oui, ce sont des animaux ectothermes. Bon, ok, c'est peut-être pas très clair. Disons qu'ils sont poikilothermes. En gros, ils ont le sang-froid. Ils doivent donc s'exposer au soleil pour se réchauffer et se cacher pour se refroidir. Mais pour assurer le bon fonctionnement de leur métabolisme, ils doivent atteindre une température dite optimale qui leur permettra par exemple d'assurer une bonne digestion. Ils doivent donc s'exposer dès le matin afin de pouvoir commencer à chasser le plus vite possible, car une fois qu'ils auront atteint cette température optimale, ils pourront digérer et donc consommer leur proie sans problème. C'est pour ça que leurs couleurs leur sont utiles dans ces situations, simplement parce qu'ils doivent atteindre cette température optimale le plus vite possible afin de pouvoir aller chasser et de pouvoir arrêter de s'exposer à leurs prédateurs, car oui, se réchauffer au soleil, c'est s'exposer constamment à leurs prédateurs. Leurs longs doigts dotés de petites griffes recourbées les classent sans aucun doute parmi les meilleurs acrobates de la faune française. Ils sont capables de grimper sur n'importe quelle surface verticale à partir du moment qu'elle est un peu rugueuse, mais ça, plein d'autres animaux le font. Mais eux, ils sont capables de parcourir plusieurs mètres à la verticale en seulement une dizaine de secondes. Comment ? En mélangeant une course effrénée et des bonds. En effet, la forme de ses pattes arrière lui permet de se propulser en avant et de gagner rapidement en vitesse. Et j'ai déjà vu des spécimens déjà accrochés au mur d'une maison s'enfuir et en atteindre le toit en moins de 5 secondes. Et enfin, la bizarrerie qu'on connaît tous quand on parle de lézard, c'est bien sûr l'autotomie. Tu savais pas. Non mais l'autotomie. Tu sors ça pendant une sortie rando avec mamie, tu passes pour le boss direct, t'es un expert de la nature. L'autotomie donc, c'est en fait la capacité qu'a un lézard à se séparer de sa queue en cas de danger. Mais contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le prédateur qui arrache la queue, mais bel et bien le lézard qui choisit de s'en séparer en actionnant des muscles qui déclenchent le sectionnement de la queue. Le lézard ne se sépare donc pas de sa queue uniquement quand le prédateur l'attrape par cette dernière, mais aussi lorsque son corps est immobilisé, car lorsque la queue se sectionne, les muscles la composant se contractent frénétiquement et la font bouger dans tous les sens, et cela détourne très souvent l'attention des prédateurs, permettant ainsi au lézard de s'échapper. Vous savez bien évidemment aussi que la queue des lézards repousse et que ce n'est donc pas grave de l'arracher. Eh bien détrompez-vous, car ce n'est pas une nouvelle queue qui repousse, mais une simple copie en cartilage, dépourvue de muscles, plus petite et souvent de la mauvaise couleur, ce qui peut nuire au camouflage du spécimen. Et surtout, le temps que sa nouvelle queue repousse, l'animal n'a plus aucun système de défense pour lui permettre la fuite. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant, ils sont constamment exposés au danger. Donc s'il vous plaît, pour leur bien, arrêtez de les manipuler. Ils sont si faciles à observer, alors pourquoi vouloir les attraper à tout prix? Oui, c'est marrant de leur arracher la queue. Enfin, de mon point de vue, c'est plus bizarre et barbare, mais chacun son délire. On arrache sa queue, on montre au petit frère, à grand-mère que ça a repoussé, on est tous contents. On le relâche, il va avoir une bonne vie. Sauf que les jours qu'il va passer sans sa queue, ça va être les plus dangereux de sa vie. Car s'il se fait choper par un prédateur, c'est foutu, il n'a plus aucune chance, aucun moyen de le divertir. Sa queue, c'est un de ses seuls mécanismes de défense efficaces. Il est foutu. De plus, ce sont des reptiles, donc des animaux très exposés au stress. Donc une simple manipulation, ça peut suffire pour les forcer à rester cachés toute une journée, voire même plusieurs journées. Et c'est une journée où ils ne chasseront pas, où ils ne se réchaufferont pas, et qui peut être fatale si les chasses précédentes n'ont pas été fructueuses non plus. Bref, c'est encore un animal superbement bien adapté à son habitat, et un expert de la fuite. Et pourtant... Bien que ce soit un excellent chasseur, il reste néanmoins une proie pour de nombreux animaux. Personnellement, parmi ces prédateurs, je distingue 3 types qu'on va classer dans ce tableau. Donc dans la première colonne, on va intégrer ces prédateurs les plus opportunistes, qui le dévorent lorsqu'ils le trouvent même s'il ne fait pas vraiment partie de leur régime alimentaire de base, comme par exemple la corneille, le rat, ou même le hérisson.
Ensuite, il y a aussi des animaux qu'ils considèrent comme une proie normale, mais qui ont un catalogue de proies plutôt varié et qui ne chassent donc pas forcément régulièrement cette espèce, comme le héron cendré ou la pie-grièche écorcheuse. Et enfin, il y a les prédateurs qui se sont spécialisés dans la chasse aux reptiles et qui, lorsqu'ils sont présents, représentent le plus gros danger pour les lézards. Je parle ici du circaète Jean Leblanc et de la sublime mais mortelle pour les lézards, Coronel lys. Ce sont tous les deux les prédateurs ultimes du lézard des murailles. Mais le pire de ces prédateurs, c'est lui, le chat domestique. Et oui, c'est un chasseur à l'affût qui attend à la sortie de la cachette du lézard qui ne leur laisse généralement aucune chance. Et le pire dans tout ça, c'est que chaque lézard qui se fait tuer par un chat domestique ne meurt généralement pour rien. Le cadavre du lézard est souvent laissé sur place ou rapporté comme cadeau au maître, mais pratiquement jamais dévoré. Car le chat est suffisamment bien nourri et le lézard ne représente pour lui qu'une source d'amusement. Et dès qu'il tue un lézard, il recommence aussitôt à en chasser un autre. Et c'est cela qui le rend terriblement redoutable pour eux. C'est qu'il ne leur laisse aucun répit. Le chat domestique tue donc beaucoup plus de lézards chaque année qu'en tue ses prédateurs naturels. Il garde donc encore aujourd'hui le statut de préoccupation mineure, car il ne semble pas souffrir de beaucoup d'autres dangers liés à l'homme, et son opportunisme en termes d'habitat rend l'expansion de cette espèce en France plutôt favorable. Même si de récentes nouvelles concernant un champignon en train de décimer les espèces de reptiles des quatre coins du globe fait froid dans le dos. A ma connaissance, il n'a pas encore été diagnostiqué sur les lézards ni sur des espèces françaises. Donc voilà, on croise les doigts pour que des personnes qualifiées se mettent à travailler là-dessus, peut-être trouvent des remèdes, qu'ils nous affirment que le sort de ces reptiles n'est pas condamné. Ouais, on croise les doigts. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'il n'y a qu'une chose à dire. Bienvenue dans la 6ème extinction de masse.